qu'est-ce qui a changé avec cette nouvelle réforme signée Moindo Zangui, qui est ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui est d'ailleurs avec nous ce soir. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. Avec nous, les étudiants qui viennent de toute la province de la République démocratique du Congo, les 26 provinces, ils sont avec nous. Mais bizarrement, les étudiants, on est habitué, quand on est en face des étudiants, on sent quand même du bruit. Là, les étudiants, ils sont très calmes. Là, je sens que les étudiants sont là. Allez. Également, les experts, ceux qui vont justement nous expliquer ces nouveaux systèmes. On en parlera tout à l'heure, mais d'abord, monsieur le ministre, LMD, c'est ce que la République du Congo retiendra de Moindo Zangui au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire? Bon, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses arrivent, d'autres bonnes choses arrivent, mais nous avons pris l'option de faire aboutir cette grande réforme qui est prévue dans la loi cadre de 2014. Depuis 2014, nous avons été pataugés. Et aujourd'hui, le président de la République, lorsqu'il était parti à l'extérieur du pays, il a rencontré beaucoup d'étudiants et il a été informé que notre système n'était pas lisible et que les étudiants qui sortaient de la République démocratique du Congo rencontraient des problèmes énormes, notamment pour être inscrits dans des promotions pour lesquelles ils avaient les droits. Par exemple, vous quittez la République démocratique du Congo avec votre licence de 5 ans, on vous considère seulement que vous avez fait seulement 3 ans, puisque ailleurs, la licence est de 3 ans. C'est ici qu'il m'a instruit de pouvoir faire aboutir rapidement la réforme du LMD qui est déjà légale à la République démocratique du Congo. Donc nous avons pris l'option d'y aller parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Ça va nous permettre de professionnaliser notre enseignement. Et aujourd'hui, nous avons prévu, puisque c'est hier que les maquettes de formation LMD ont été adoptées par le conseil d'administration des universités, nous avons choisi aujourd'hui d'en parler de manière technique et aussi de manière simple pour que le peuple congolais, les enseignants, les étudiants et les parents puissent savoir en fait qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va arriver, comment ça va se passer. Et nous avons choisi de le faire avec les experts aujourd'hui. Alors, parce que vous parlez, qu'on va essayer d'en parler d'une manière simple, je vais vous demander de rester un peu plus politique. Restez politique, vous n'allez pas beaucoup parler ce soir. Hein. Donc, vous allez laisser les experts qui vont devoir nous expliquer dans les termes le plus simple, comme on dit en français facile. Hein. C'est que ça veut dire, mais une petite question, monsieur le ministre, en quelques secondes. Vous dites depuis 2014 que cette réforme a été adoptée en République du Congo, mais pourquoi l'appliquer aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Pourquoi en 2022? Pourquoi maintenant? Parce qu'on doit l'appliquer, parce que c'est le temps de l'appliquer. Vous savez, une réforme, elle doit être conduite par un homme fort. Et aujourd'hui, il y a un homme fort, courageux, et il a décidé de l'appliquer. Je vais poser ma question d'une autre manière, très vite, en 2 secondes. Avant vous, depuis 2014, il y a eu plusieurs ministres de l'enseignement supérieur qui sont passés, qui vous ont succédé. Mais pourquoi ils n'ont pas appliqué cette réforme? Bon, ils avaient d'autres priorités, mais aujourd'hui, nous sommes là et nous voulons l'appliquer. Et c'est pour le bien de nous tous. Je ne voudrais pas jeter des pierres à ceux qui m'ont précédé, mais je sais qu'il y a eu des ministres qui ont essayé de le faire, qui ont expérimenté, mais qui ne sont pas arrivés. Et nous venons pour achever. C'est pour cela que nous parlons de l'achèvement de cette réforme, parce que ça a trop duré. Nous avons adhéré au CAMES, nous avons adhéré à plusieurs organisations qui continuent à dire, voilà, la République démocratique du Congo traîne les pas, c'est pas bien pour nos enfants, et nous avons décidé d'achever cette réforme, et nous sommes très heureux aujourd'hui d'arriver au point d'achèvement. Je vais vous revenir tout à l'heure, j'espère que vous arriverez à votre point d'achèvement. Cette réforme sera effective en République démocratique, effective, je voulais dire, en République démocratique du Congo. Avec nous ce soir, 3 experts qui viennent pour nous parler justement de cette réforme. J'ai le professeur émérite, expert international, M. Kaboulé Ouetou Oueva. Professeur, bonsoir. Bonsoir, merci. Qu'est-ce que ça veut dire expert international? En fait, le terme expert international, c'est un terme qui est utilisé dans beaucoup de domaines.
Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, je peux dire, c'est quelqu'un qui maîtrise bien et techniquement la thématique sur laquelle on discute. À côté de vous, monsieur Martin Makoumou, qui est expert en ingénierie et des formations, c'est ça? Tout à fait. J'allais dire professeur, mais bon, on me dit que vous n'êtes pas professeur. Non, je ne suis pas. Allez, juste à côté de vous, c'est le professeur Edixon Liosaba. C'est ça, j'ai bien prononcé le nom. Hein? C'est bien moi, le professeur Edson Liosaba. Vous êtes rapporteur de la task circulaire du domaine des sciences économiques et gestion. Effectivement, la task force circulaire, c'est les commissions qui ont été mises en place pour travailler sur cette réforme de manière opérationnelle. Alors là, je vais devoir laisser la place à monsieur Lofemé et moi je vous retrouve, ça sera juste après avec les étudiants. Allez, monsieur Becquet, bonsoir et je vous cède ma place. Bonsoir et merci beaucoup. Bonsoir Excellence. Hier, Son Excellence, Monsieur le Ministre, a présidé la session extraordinaire des conseils d'administration portant validation des maquettes de formation de format LMD. Je dois vous avouer que la majorité de notre population s'interroge et demande si les choses ne sont pas en train d'aller un peu trop vite. Et nous espérons qu'aujourd'hui, vous allez répondre à cette question que tous se posent. Mais avant cela, on parle du LND depuis 2014, on parle du LND depuis 2019, depuis 2009, on en parle encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'est le LMD et quels sont les avantages de ce système? Je ne sais pas si c'est à moi de choisir qui doit répondre, mais professeur Kaboul, vous pouvez commencer et puis on va continuer. Avant que nous parlions des curricula, de formation, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quels sont les avantages du système LMD? Merci beaucoup, monsieur le conseiller. J'aime bien la façon dont vous avez posé la question. Vous avez dit qu'est-ce que le système LMD? Au lieu de parler, qu'est-ce que la réforme LMD? Parce que le système LMD, bien sûr qu'aujourd'hui en RDC, comme son Excellence l'a expliqué, nous pouvons parler de la réforme. Mais à travers le monde, ce n'est plus la réforme. Parce que c'est un système qui a été introduit depuis 1999. Ça fait 23 ans, si ma mémoire est bonne. C'est un système, comme vous l'entendez par l'acronyme qui est utilisé, LMD, monsieur le journaliste l'a expliqué, c'est licence, maîtrise, doctorat. Et si on recourt à l'expression anglaise, on dira licence, master, doctorat. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, c'est un système qui exige que l'organisation structurale de l'enseignement supérieur et universitaire soit définie sur 3 cycles. Le premier cycle qui est la licence, le deuxième cycle qui est la maîtrise ou le master, et le troisième cycle qui est le doctorat. L'objectif, c'est de simplifier le cursus d'enseignement. Vous savez, ce sont les Européens qui ont commencé ce système en partant du modèle nord-américain qui est BMD, Bachelor, Master and Doctorate. Donc, en Europe, jusqu'au moment où ils sont arrivés à adopter ces systèmes, vous savez, il y avait des fois une confusion. Quelqu'un terminait le secondaire, il allait à l'université, le premier cycle, il commençait par la licence, et il devait passer par la maîtrise, qui n'était pas la maîtrise actuelle, le master, et qui devait passer par ce qu'on appelait le doctorat du troisième cycle, et ensuite faire le doctorat d'État. Vous voyez les nombres d'étapes qu'il doit passer. Et parfois, il y a des gens, avant d'obtenir le doctorat d'État, qui est l'équivalent de PhD, on les appelait des étudiants ordinaire, c'est-à-dire ils passaient plusieurs années. Alors les Européens ont dit, première question, je préfère m'attarder sur ça. Dans les classements internationaux, même sur le plan économique, les Européens se sont dit, qu'est-ce qui fait que nous, les Européens, qui avons des universités les plus anciennes du monde, il y a des universités qui datent aujourd'hui de 900 ans ou 800 ans, et en Amérique du Nord, on n'a pas encore d'universités qui ont 600 ans.
Alors ils ont dit, qu'est-ce qui fait que c'est l'Amérique du Nord qui est la puissance du monde? Et dans les classements internationaux, les classements de Shanghai les plus reconnus, c'est toujours les 100 premières universités, les 50 premières universités, meilleures universités sont des universités nord-américaines. Et ils ont répondu d'eux-mêmes, après investigation, que le secret, c'est la simplification du système éducatif. Le système éducatif nord-américain est simplifié par 3 cycles. Et deuxième chose, qu'est-ce qui fait aussi la puissance de ces systèmes? Ce que le système nord-américain est défini sur base du développement des compétences. Donc c'est basé sur l'approche par compétence. C'est-à-dire on ne forme pas pour former, sinon vous formez des diplômés chômeurs. On forme sur base des besoins exigés par le monde professionnel. Et voilà en résumé les avantages. Les avantages, son Excellence en a parlé, l'harmonisation du système à travers tous les pays. Et deuxièmement, un deuxième avantage, c'était la professionnalisation de la formation qui est donnée. Et troisième, et je termine par cela, c'est la mobilité, faciliter la mobilité internationale des étudiants qui sortent d'un système éducatif. Voilà c'est quoi les LMD et quels sont ses avantages. Merci beaucoup, monsieur le professeur. La question que certains se posent, c'est comment de l'Europe, en s'inspirant du système nord-américain, comment ce système entre en République démocratique du Congo. Son Excellence, monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, depuis la loi cadre a été promulguée depuis 2014. Quelles sont les étapes par lesquelles ce système est passé dans notre pays pour qu'on en arrive à cette généralisation aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus en 2-3 minutes parce que nous devons vraiment parler des curricula. Beaucoup de gens s'attardent sur le fait que le LMD, c'est tout simplement la licence, le master et le doctorat. Ça, c'est le contenant. Quel est le contenu de ce contenant? C'est là le grand problème. Parce que vu de cette manière-là, les gens vont penser que le LMD, c'est comme le système que nous avions, graduat, licence, DA, doctorat. Nous allons y revenir un peu plus tard pour pouvoir vous expliquer le contenu du LMD et comment ce contenu peut nous aider à booster notre système éducatif. Alors, par quelles étapes nous sommes passés? Eh bien, dans ce pays, on est habitué à faire beaucoup de réflexions. Et parfois des réflexions qui n'aboutissent pas. Je vais vous surprendre en vous disant que c'est depuis 2009 que les réflexions dans notre pays ont commencé sur le système licence, master, doctorat. Il y avait un premier colloque tenu à Lubumbashi. Et déjà à cette époque, on pensait que dans 2 ans qui suivaient, on devait être capable de mettre en œuvre ce système. De 2009 jusqu'à 2014, rien ne s'est passé. Il a fallu attendre donc 2014 qu'une loi soit promulguée. Une loi qui est censée régir notre système éducatif. Aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent appliquer un système obsolète parce que quand la loi est promulguée, automatiquement, le système qui était là devient obsolète. Mais les gens s'accrochent pour dire que le système dans lequel on est, c'est celui-là qui est légal, alors que le système LMD est illégal. Moi qui vous parle, j'étais parmi les premières personnes à vivre ces expériences avec ce qu'on appelait dans ce pays la stratégie 2020. C'était une stratégie justement d'expérimentation du système LMD en 2012 pour la filière de gestion de ressources naturelles renouvelables. Et donc, après ces expériences pilotes, il y a eu même une vaste expérience qui concernait 19 établissements d'enseignement supérieur avec le projet PEC-ESU, projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire. C'est cette expérience qui finalement a conduit à cette généralisation grâce à la volonté exprimée de notre gouvernement et grâce à un ministre qui est tout à fait visionnaire,
qui a permis que finalement la généralisation soit possible. La promulgation de la loi cadre en 2014, mais je peux rappeler aussi qu'en 2018, il y a eu la présentation, en tout cas la validation par les experts du cadre normatif du LM Nord République démocratique du Congo. Pouvez-vous nous dire quelque chose en lien avec le cadre normatif? Qu'est-ce qu'il est venu apporter dans cette grande réflexion en 1 minute, et nous allons entrer directement dans les échanges sur les curricula. En fait, nous avons parlé d'un des avantages du LMD, c'est l'harmonisation. Harmoniser, c'est-à-dire que faire des choses partout de la même façon. Et le LMD, on ne pouvait pas appliquer le LMD en RDC et harmoniser les systèmes d'enseignement et le curricula à travers le pays sans qu'il y ait un document qui définit les normes, les cadres normatifs, comme cela dit, ça définit les normes que les établissements, mais aussi les ministères devraient utiliser pour pouvoir généraliser la réforme LMD. Alors, à ce moment-là, avec le projet PECPESU, on a dit, aussi longtemps que la RDC, le pays n'avait pas un cadre normatif, il était difficile de généraliser et d'harmoniser le système LMD. Il fallait un expert qui viendrait accompagner le PECPESU pour élaborer le cadre normatif. Et c'est alors que moi, j'étais invité pour accompagner le PECPESU et nous avons élaboré le cadre normatif dont j'ai l'exemple ici. Et le cadre normatif contient 28 normes qui guident l'élaboration de curricula, mais aussi la généralisation du LMD. Donc voilà, c'est ces documents-là, tout ce qui est exigé tant au niveau d'élaboration des programmes de formation qu'au niveau de l'organisation des établissements, la définition des domaines, etc., etc. Tout s'est fait pareillement à travers le pays dans tous les établissements. C'est ces documents-là qui guident à faire ça de la même façon partout. Très bien. Vous avez parlé des curricula, de l'élaboration des curricula. Est-ce que nous pouvons prendre un petit moment pour échanger justement sur cette grande étape en termes de maquette de formation? La première question que moi je vous poserai, c'est de savoir comment vous vous êtes organisé pour réunir des experts, préparer les matières. Est-ce que vous avez copié les programmes de Louvain, des États-Unis, de la France, ou est-ce que vous avez vraiment conçu des programmes tels que le ministre l'avait promis, axés sur une tropicalisation, une contextualisation et une appropriation? Le LMD est basé sur l'approche qu'on appelle l'approche par compétence. Et l'approche par compétence, vous ne pouvez pas étaler une liste de cours à donner sans d'abord connaître la finalité de cette formation et surtout sans d'abord connaître pourquoi vous formez. Et la première étape, pour simplifier les choses, la première étape dans l'approche par compétence dans le système LMD, on fait l'inventaire de métiers qui existent dans le pays. Parce qu'il ne faut pas former pour former. Après, quelqu'un gradue avec un diplôme, il va sur le marché, il n'existe pas un métier qui pourra l'absorber pour mettre en pratique les connaissances qu'il avait acquises dans l'établissement. Alors, dans LMD, la démarche que nous avons suivie d'abord, avant que je commence par cette démarche, continuer avec cette démarche des métiers, le LMD exige que le programme soit défini selon l'approche participative, que nous appelons, avec le terme anglophone, bottom-up. C'est-à-dire qu'il faut commencer avec la base. Et le haut, qui est justement les ministères, en passant par d'autres organes comme le conseil d'administration, ne feront qu'approuver ce que les experts, nous avons un représentant d'experts au niveau des établissements, qui est là, qui va parler. Donc, le ministre a, disons, défini des arrêtés désignant les membres, ce que nous appelons les task force curriculaires, qui est un terme que vous connaissez bien. Donc ce sont les gens bien choisis, qui ont aussi une expertise dans leur domaine, qui ont travaillé, en fait, ça aurait pu être fait au niveau des départements localement. Mais imaginez-vous combien d'universités que nous avons et des instituts supérieurs à travers le pays, c'est presque 1000 établissements. Et on a dit, on va choisir. Vous savez, en recherche à l'université, nous parlons aussi de l'échantillonnage.
un échantillonnage représentatif. Représentatif des domaines, des établissements et des régions. Donc, généralement, presque toutes les régions ont été représentées. Alors, nous sommes partis de cette première étape, la désignation des membres des task force curriculaires, que nous avons regroupés ici à l'IEC, revenant des différentes régions. Et ceux qui ne pouvaient pas se déplacer pour venir, on les a contactés avec les nouvelles technologies, on travaillait avec eux à distance, on les consultait dans leur domaine. Et ensuite, partant de la désignation, de la formation des task force curriculaires, quand nous nous sommes retrouvés ensemble, on a commencé d'abord à définir les métiers. Nous avons fait un inventaire, une innovation que nous avons apportée qui n'existe presque pas au niveau du pays, un référentiel des métiers. S'il existait au niveau de la fonction publique et du ministère du Travail, on allait se servir. Nous avons demandé à son Excellence de contacter ses collègues, voir si ces documents existaient pour nous les donner, afin que nous puissions nous y référer. Malheureusement, ça n'existait pas. Et nous avons travaillé avec des experts des établissements à définir les métiers. Et partant des métiers, nous avons dit pour chaque métier, quelles compétences ça exige. Et nous avons maintenant fait travailler les professeurs à définir les compétences. Et partant des compétences, nous disons comment on peut savoir que X, Y diplômé sorti de tel domaine a telle compétence. C'est à travers les notions, en fait, c'est la définition de la compétence. C'est la combinaison de trois types de savoirs. Les savoirs qui sont des connaissances théoriques, les savoir-faire qui sont les capacités pour dire, voilà, il a ses connaissances théoriques, voilà, il est capable de faire ceci. Et enfin, troisième catégorie de savoir, c'est le savoir-être. Dans ce pays, nous avons un vide de savoir-être. Donc, pour la première fois, dans la formation qui sera suivie selon le système LMD, les enseignants seront obligés aussi de tenir compte de savoir-être. Et voilà les maquettes. Mon collègue, peut-être ici. Merci beaucoup, parce que vous avez parlé de trois concepts essentiels. Je pense que c'est intéressant d'y revenir. Nous serions heureux d'écouter tout à l'heure le professeur Edson, qui a été dans le domaine des sciences économiques et de gestion, rapporteur de cette task force-là, pour qu'il nous décrive un peu comment, au niveau du domaine des sciences économiques et de gestion, on a établi les référentiels métiers, les référentiels de compétences et les référentiels de formation pour que les étudiants s'habituent un peu à cette approche. Mais avant cela, M. Makam, vous qui êtes spécialiste en ingénierie de formation, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont, comme on le dit en termes savants, quels sont les livrables que vous avez remis à son Excellence, Monsieur le Ministre, qui vous a donné un travail d'élaboration des curricula? Est-ce qu'on va se retrouver avec un bouquin comme le PADEM, un livre jaune que vous allez lui remettre, ou il y a d'autres documents qui vont soutenir la formation et aider les enseignants ainsi que les étudiants à voir comment avancer dans ce processus? Merci beaucoup. J'aime beaucoup cette question parce que la question du programme, je la trouve fondamentale. Fondamentale, pourquoi? Parce que le système éducatif, c'est comme une construction, une maison. Lorsque vous voulez bien construire une maison, vous devez commencer par quoi? Par la fondation. Et si la fondation est mal bâtie, il est tout à fait évident que la maison aussi sera très mal présentée. Ça signifie qu'il faut absolument avoir une bonne base, une bonne fondation pour espérer que la maison puisse être stable. C'est exactement la question des offres de formation. Et dans l'ancien système, je l'appelle aujourd'hui l'ancien, le programme était représenté simplement par la liste de cours. Cette façon de présenter un programme, nous disons que c'est illisible. Parce que quand les bailleurs de fonds viennent ici, ils vous disent, nous voulons savoir quel est le portrait robot du médecin que vous formez. Quel est le portrait robot de l'ingénieur que vous formez au Congo. Et très souvent, il y avait un vide. Nous n'étions pas capables de donner une réponse à cette question. Ce faisant, le programme ne doit pas simplement être une liste de cours. Dans le LMD, le programme, c'est au minimum 3 livrables. Le premier livrable, nous l'appelons
le référentiel de métier et le référentiel des compétences. L'idée, c'est quoi? Avant d'élaborer un programme, nous devons commencer par nous poser la question, quelle est la finalité de nos diplômés? Qui est-ce que nous voulons former? Pour qu'ils fassent quoi dans la vie? C'est ce qu'on appelle l'approche par les sorties. Nous devons nous dire, voilà, l'objectif, c'est quoi? C'est là. Nous définissons clairement l'objectif. C'est ce que nous avons fait dans le cadre, c'est ce que le prof a expliqué. On devait chaque fois se dire, nous formons pour quel métier? Et c'est même un critère de viabilité des différents établissements très important. Dès lors que vous nous dites que vous formez des chômeurs, nous disons tout simplement que vous êtes viable. Et il y a beaucoup de mentions, beaucoup de départements qui formaient des chômeurs. Et ce que nous avons entrepris dans le cadre de l'EMD, c'est d'abord de dire telle filière forme pour quel métier. Ça doit être clair. Donc c'est ce que nous appelons le référentiel de métier. Une fois que nous avons stabilisé ça, nous nous posons la question, quelles sont les compétences que nous devons avoir, que les étudiants doivent avoir pour exercer ce métier? Et il y a un livrable que nous avons appelé le référentiel des compétences. Très souvent, vous savez que dans l'ancien système, les étudiants étudiaient certains cours sans savoir pourquoi ils étudiaient ça. Désormais, cette affaire ne doit plus exister. Si un cours d'anglais est inscrit dans votre cursus, vous devez savoir pourquoi cet anglais est inscrit, parce que c'est important. Il n'y aura plus de cours somnifères, comme on les appelait. C'est grâce au référentiel des compétences. Et après le référentiel des compétences, nous déclinons maintenant les maquettes de formation. Ça ressemble justement à la liste des cours. On les appelle plus cours, on les appelle les unités d'enseignement. Unité d'enseignement, ce concept regorge beaucoup de choses. Unité d'enseignement, ça signifie, je voudrais développer une compétence. Cette compétence peut faire appel à plusieurs disciplines. Parce que généralement, une compétence, c'est un savoir-agir complexe. Vous ne développez pas seulement une compétence avec une seule discipline. Je peux avoir besoin de plusieurs disciplines. Donc c'est pourquoi on parle d'unité d'enseignement. Et désormais, il y aura même l'intervention des professionnels dans l'enseignement. Si vous faites la comptabilité, eh bien, il y a peut-être un professeur qui va donner la partie théorique, mais il faudra qu'il y ait quelqu'un qui passe les écritures chaque jour, qui va vous dire, voici comment je vais appliquer ça. Donc voilà un peu, c'est très important, bref, au moins minimum 3 livrables. Les référentiels, métiers et compétences. Deuxièmement, la maquette de formation. Et on ne s'arrête pas là. Nous allons à ce qu'on appelle les annuaires alphabétiques des descripteurs des unités d'enseignement. Un document très important qui nous donne le contenu minimum de chaque unité d'enseignement. De sorte qu'il n'y aura plus de professeurs visiteurs qui viendront donner ce qu'ils veulent donner. Donc, tout le monde devra travailler dans un cadre, et c'est ça le programme. L'enseignement en RDC est régi par le niveau central. Donc, il n'est pas question que chacun fasse ce qu'il veut faire. Donc, voilà brièvement. Nous vous remercions, vous qui êtes les experts. Nous voudrions quand même que M. Edson Nyosaba, c'est ça, qui est professeur dans le domaine des sciences économiques et qui était rapporteur donc du domaine, ça serait bien de nous dire d'abord ce que vous entendez par domaine, du domaine sciences économiques et de gestion, nous explique un peu comment ces maquettes de formation qui ont été validées hier par les conseils d'administration ont été élaborées au niveau du domaine pour lequel il a été rapporteur. Professeur. Merci pour la parole. Et comme vous veniez de le dire, les experts qui ont travaillé avec nous ont regroupé, en se référant à la normalisation internationale, l'offre de la formation dans les pays dans 8 domaines. Il y a des domaines des lettres, langues et arts, il y a les sciences économiques et de gestion, les sciences de l'homme et de la société, les sciences juridiques, politiques, administratives, les sciences psychologiques et de l'éducation, les sciences agronomiques et environnement, les sciences de la santé et les sciences et technologies. Je voudrais préciser que ces regroupements
n'est pas à confondre avec les découpages administratifs de nos universités. Vous remarquez, par exemple, qu'il y a un domaine qui s'appelle sciences juridiques, politiques, administratives. Vous comprenez que nous avons des facultés de droit, des facultés de sciences administratives et politiques. Un domaine peut conduire à plusieurs facultés, à plusieurs départements. Il ne faut pas dire que là, il y a une faculté qui n'est pas visible. Donc c'est une manière de regrouper l'offre de la formation selon les standards internationaux. Revenant sur le domaine dans lequel je travaillais, les sciences économiques et de gestion, comment nous avons procédé pratiquement et simplement. Après avoir été convoqués à partir de l'arrêté ministériel, tous les experts, les professeurs de ce domaine, un échantillon significatif, des professeurs des universités privées comme publiques, a reçu des formations dispensées par les experts, les consultants ici présents, au niveau de l'Institut supérieur de commerce. Et ces formations ont porté sur, effectivement, les référentiels de métiers, les concepts et les vocabulaires de LFD, le contenu, les référentiels de compétences, tous les concepts qu'ils ont signalés. Et après chaque étape de formation, il y avait des ateliers de pratique et il y avait des supervisions qui se faisaient de va-et-vient. On a parlé d'un travail de retouches pour aboutir à des livrables dont Martin vient de souligner. Cette formation a porté sur l'identification des domaines, ce qu'on a appelé des mentions, qu'on peut appeler aussi des départements. Mais il fallait les regrouper en des filières. Lorsque je prends les domaines des sciences économiques et de gestion, il fallait regrouper ces domaines en des familles homogènes. C'est pratiquement pour la faculté classique des sciences économiques et de gestion qui organise ces domaines. Nous avons identifié les domaines des sciences économiques, une filière des sciences économiques, une filière des sciences de gestion, c'est-à-dire les aspects pratiques de l'économie au sein de l'entreprise. Nous avons identifié une filière d'ingénieurs de gestion et nous sommes en train d'achever une filière de gestion commerciale et administrative qui concerne les instituts supérieurs de commerce et tant d'autres. Revenant sur les domaines des sciences économiques et de gestion, ingénieurs de gestion, ces filières, nous avons identifié pour chaque filière qu'est-ce qui peut être organisé au premier cycle. Cela veut dire le cycle de licence. Qu'est-ce qui peut être organisé au second cycle, cela veut dire maîtrise. Nous avons trouvé dans ce domaine une licence en sciences économiques, une licence en sciences de gestion, une licence en ingénieur de gestion, rien que pour les facultés classiques. Au niveau des second cycles de maîtrise, en économie, nous avons trouvé l'économie monétaire et financière, l'économie industrielle, l'économie quantitative, jusqu'à 7 masters. Et pour les domaines, la filière de sciences de gestion, nous avons autour d'une dizaine de mentions. Pour chaque mention, il a fallu préciser deux métiers qui vont de 3 à 5 et ce métier devait tenir compte de l'environnement actuel et à venir compte tenu de la dynamique de notre économie. Et chaque métier a été transposé ou décliné en des compétences qui sont l'ensemble des savoirs. Je peux citer l'exemple, par exemple, lorsque j'ai dit mobiliser les ressources humaines, financières et matérielles pour créer son entreprise ou une co-entreprise. Ça, c'est une compétence qui nécessite un certain nombre de savoir-faire. Notamment, je dois identifier mon idée d'entreprise, je dois être en mesure d'écrire mon business plan, de chercher le financement, de faire effectuer les formalités juridiques de mon entreprise, de lancer mon entreprise, ainsi de suite. Et cela, il fallait dire maintenant, pour faire ces tâches, qui sont des éléments d'apprentissage critique, j'ai besoin de quel savoir et j'ai besoin de quel savoir-être. Il y a l'attitude qui accompagne tout cela.
Et en faisant cela, nous avons groupé des compétences transversales comme la communication efficace à l'oral et à l'écrit dans l'exercice de son métier. Il y a aussi des compétences pré-professionnelles, ce qu'on appelle les profils de sortie. En sortant de la formation, on est en mesure de faire quoi? Et en fait, il y a des compétences disciplinaires spécifiquement liées à sa mention ou à son domaine. Et tout cela nous a conduit à aboutir à des unités d'enseignement qui sont des regroupements homogènes et des éléments constitutifs. Ce qu'on appelait cours devient un élément constitutif, un accent particulier. Lorsqu'on parlait d'éléments constitutifs, vous allez voir qu'il y a un élément qui s'appelle bureautique. On ne vous apprend pas tout. Et on ne va plus parler de mathématiques, mais on a besoin de poids en mathématiques pour faire ceci. On ne va plus parler de physique, mais on a besoin de poids exactement en physique pour exercer un métier, pour avoir une compétence. Et cela nous a conduit, bien entendu, à avoir des maquettes codifiées qui constituent une photographie d'un cycle. Et ces maquettes ont été transposées en maquette opérationnelle où il y a les heures. Je voulais terminer en précisant que cette maquette opérationnelle donne l'unité d'enseignement, ses éléments constitutifs, et une fois pour toutes les formations devront avoir une standardisation, cela veut dire que ces éléments sont regroupés en crédits, les crédits qui constituent des charges de travail pour un apprenant, et ces crédits dans ce nouveau système à 25 heures, une année à 2 semestres, chaque semestre à 30 crédits. Si vous prenez une année donc de 60 crédits, fois 25 heures, ça fait 1500 heures de charge de travail. Et les 1500 heures, quand vous prenez le crédit de 25 heures et scindé en deux, il y a 10 heures qu'on appelle les travaux personnels pour étudiants. Il doit aller lire, il doit chercher, il doit causer avec les professionnels. Il y a aussi 15 heures pour les cours magistraux interactifs, les travaux dirigés et les travaux pratiques, ce qui renvoie à 900 heures par an et 450 par semestre en présentiel. Et il a 600 heures de travail et nous devons lui dire, nos enseignants, voici ce qu'il faut faire en travaux personnels pour étudiants. Il y a le voyage, les stages, l'expérience, ainsi de suite. Donc, c'était une expérience très riche et je suis sûr qu'en capitalisant les contenus de cette réforme et de ce nouveau système, nous allons vite encore compétir sur le plan pas seulement régional mais international, compte tenu déjà des dotations, des capacités intellectuelles que l'étudiant congolais a. Il va encore bien briller à l'international. Merci. En tout cas, merci beaucoup aux experts qui nous ont donné un aperçu sur le LMD, ses avantages, et je pense que les étudiants aimeraient quand même savoir en quoi cela va consister. C'est peut-être le moment pour moi de te remettre le micro afin que tu t'occupes de la partie. Voilà, justement, on va nous occuper de la partie débat, des étudiants qui vont devoir intervenir. N'oubliez pas que ce sont des réformes qui sont en train d'être faites ici en République démocratique du Congo. Vous avez suivi le lancement de Trans Academia. Désormais, les étudiants de Kinshasa pourront bénéficier du transport mis à la disposition par le gouvernement RDC et ça ira jusqu'à l'intérieur du pays. Là, j'ai les étudiants de toutes les provinces de la RDC, les 26 provinces. Allez, on va refaire ce qu'on avait tout à l'heure. Je vois qu'ils ont envie de parler. Hein. Ça, je les sens. Mais je ne sens pas les étudiants sont là. J'aime plutôt sentir que les étudiants sont là. On va commencer par vous, parce que c'est vous qui commencez. On va lancer une seule question. C'est M. Augustin Tibanda. Je viens de la province du Kasaï central. Université du Kananga. Nous apprécions vraiment toutes ces réformes que le ministre est en train de fournir avec son cabinet et nous saluons tout ce que les experts viennent de nous dire à présent. Non, j'aimerais quand même tirer l'attention sur les experts en rapport avec la faculté de médecine. Je n'ai pas bien compris comment est-ce qu'au niveau de la faculté de médecine, ces systèmes doivent intervenir. J'aimerais un peu que j'ai un peu des
éclaircissement là-dessus. Merci beaucoup. On va prendre les questions. Je vais revenir, madame. On va aller chez madame. On enregistre les questions. Hein. On va répondre une seule fois. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Zawadi Gassindiki Rajael. Je suis de l'Université adventiste de Goma. Je suis également présidente des étudiants du Nord Kivu. Une réforme doit être conduite par un homme fort. Ça, j'ai très bien enregistré. Et merci beaucoup aux experts pour les informations qu'ils viennent de donner. Ils viennent également de nous dire qu'il y a des maquettes qui ont été adoptées hier. Ces maquettes, en fait, l'année académique avait été lancée officiellement le 5 janvier 2022. Mais c'est quand même hier où les maquettes ont été adoptées à 2 semaines de la rentrée académique. Et aujourd'hui déjà, la communication a déjà commencé, mais quand même, il y a déjà un temps perdu. Ma question est de savoir, est-ce que pendant ces temps, les étudiants étaient encadrés et en attendant que l'information arrive partout, comme par exemple que l'information arrive dans les fins fonds de Walikale, au Nord Kivu. Pendant ces temps, les étudiants seront en train de faire quoi exactement? À part ça, on a lancé au début de l'année académique l'instruction académique 023 pour les directives de cette année, dont les frais académiques à payer. Il y a un des experts qui nous a parlé de la viabilité des institutions. Parmi les conditions pour qu'une institution soit viable, il y avait la permanence des professeurs. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'avec les frais académiques qui ont été promulgués dans l'instruction académique, on sera capable de prendre en charge les professeurs en permanence dans les institutions publiques? Parce que déjà, il y a les institutions privées qui ont fortement haussé les frais académiques pourvu de prendre en charge les professeurs dans les universités. Est-ce que les frais académiques vont rester standards? Parce que vous nous avez narré l'histoire du système LMD. Ça a commencé avec les pays occidentaux. Alors, je me dis, avec un système LMD où on paye 5 000 $ l'année et un système LMD où on paye 200 000 francs l'année, est-ce qu'on aura les mêmes résultats? Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va aller à Kananga. Là, j'étais à Goma. Je vais aller à l'Équateur. J'ai envie d'aller à l'Équateur. Il n'y a pas? C'est où? C'est quoi? C'est quelle province? Au Katanga. Non, c'est quelle province? Le sud. Non, on était déjà... Voilà, je m'arrête au Grand Bandung. Merci pour l'accord de la parole. Excellence, Monsieur le Ministre, éminent professeur, pour moi, je peux me dire qu'en ce moment, j'ai trouvé un remède à ma maladie qui a duré longtemps. Parce que je souffrais avec une maladie, j'ai comparé les notes de cours de l'ISTEM Kikwit, d'où je viens, de la gestion des institutions de santé, avec les notes de cours de l'ISTEM de Kinshasa, ça ne se mariait pas. Je ne savais pas à qui poser le problème. C'est comme ça que j'ai dit j'étais malade. Mais avec l'intervention de nos experts, je peux vous dire que j'ai trouvé un traitement préventif. Préventif dans le sens que 4 mots ont retenu mon attention. La professionnalisation, l'harmonisation, l'unité d'enseignement et les crédits. Je me résume un peu par rapport à l'harmonisation. C'est par rapport à ma maladie, si je peux me réserver. C'est qu'en harmonisant le système, nous aurons tous la même matière et nous aurons tous la même expérience. Voilà pourquoi j'ai dit c'est préventif, parce que ce n'est pas encore d'application. Donc jusque-là, c'est préventif. Alors, par rapport à l'unité d'enseignement et les crédits, on suppose que dans la gestion des institutions de santé, qui est mon domaine,
il y a des différentes promotions où les mêmes cours se répètent. Donc, tous les étudiants qui vont bénéficier de ces mêmes cours devraient être enseignés par des enseignants qui devraient, à leur tour, préparer la même matière ensemble et qui vont dispenser la matière dans des différentes promotions. Ça, c'est ma conception à moi. Maintenant, je pose la question de savoir, est-ce qu'il y a des ouvrages qui sont déjà disponibles pour toutes ces promotions-là afin de permettre aux étudiants et aux enseignants de parler le même langage? Je vous remercie, c'est Mario Masuta. Merci beaucoup. On va donner la parole aux experts, aux ministres qui vont répondre. On va répondre à l'autre série de questions après, parce qu'on est à la télévision. La télévision, c'est aussi les temps. On va donner la parole aux experts qui vont devoir répondre, ou je ne sais pas, on va commencer par les experts. Allez-y. Je vais commencer par, sans suivre l'ordre, je vais commencer par la dernière question du représentant du Grand Bandundu. Merci beaucoup que vous avez trouvé des remèdes pour votre maladie dont vous souffrez depuis longtemps. Maintenant, la documentation disponible et la préparation ensemble, nous allons renforcer les capacités des enseignants par rapport à ce que nous appelons les approches pédagogiques innovantes. Dans ces approches pédagogiques innovantes, mon collègue vous a parlé des unités d'enseignement et on vous a dit qu'il y a un entendement commun autour de la définition des unités d'enseignement. Parce qu'à l'intérieur des unités d'enseignement, vous pouvez trouver des unités d'enseignement monodisciplinaires, c'est-à-dire qui peuvent être abordées par un seul professeur, comme vous pouvez trouver des unités d'enseignement qui sont multidisciplinaires, qui peuvent être enseignées par 2-3 enseignants différents. Ce qui est une culture nouvelle dans le contexte congolais et dans le cadre de renforcement des capacités sur les approches pédagogiques innovantes, nous expliquons comment. Vous savez, on ne veut pas trouver 2 enseignants enseigner une même unité d'enseignement. À un moment donné, on les trouve devant les étudiants en train de se battre. C'est déjà arrivé quelque part. Parce que c'est moi qui devais enseigner au texte. Nous donnons des formations, comment ça se prépare. La documentation, vous savez que dans les milieux universitaires, il y a ce qu'on appelle la liberté académique. Il ne faut pas oublier ici, nous ne faisons pas de l'enseignement supérieur et universitaire congolais des écoles secondaires supérieures. Vous me comprenez? Les écoles secondaires, au niveau de l'EPST, on prépare, tout est préparé dans un document, un programme, les livres qu'on va utiliser, etc. Mais dans les milieux universitaires, tout en laissant ceci, nous laissons une certaine liberté. C'est ça qu'on appelle la liberté académique, c'est-à-dire la liberté scientifique, mais qui doit être gérée et contrôlée. Les enseignants, 2 enseignants qui vont enseigner la même unité d'enseignement devraient se concerter. L'un peut venir dire, moi c'est tel livre que je trouve qui est approprié pour enseigner. L'autre peut dire tel livre. Ensemble, ils s'entendent et ils voient comment réconcilier le contenu pour que les étudiants puissent avoir le même contenu d'enseignement. Donc ça, c'est quelque chose, mais nous allons donner des renforcements de capacité pour pouvoir réconcilier ça. Et ensuite, la documentation aujourd'hui, ce n'est plus nous insistons sur ça. Il n'y a plus question de dire qu'on utilise ce qu'on appelle les syllabus scolaires kaki. Vous comprenez ce que je veux dire? Les mêmes syllabus avec lesquels on avait étudié, puis on va enseigner avec des années. Aujourd'hui, avec les numériques, avec l'éthique, avec l'Internet, on peut avoir accès au contenu et à la documentation à travers le monde. Et dans nos interventions de renforcement des capacités, nous enseignons aussi comment aller chercher ces informations-là sur les sites avec l'Internet, parce que beaucoup d'enseignants ne savent pas comment aller chercher et où les trouver. Et maintenant, ce qui est la question de frais, c'est ça, j'aimerais, je pense, son Excellence aborde ça. Adapter des maquettes qu'on vient d'adopter. Vous savez, au début, dans tout acte humain, il y a toujours quelqu'un qui va servir de cobaye. Vous comprenez l'expression? Nous sommes au début, avec le moyen, les ressources que nous avons, je dois vous avouer, moi, cet exercice en RDC, je l'ai fait dans une quinzaine de pays à travers le monde.
dont le Canada où j'enseigne depuis déjà, je vis au Canada depuis 45 ans. J'ai enseigné avant d'avoir mon méritat plus de 30 ans. Alors, je dois vous dire que certaines choses, il ne faut pas seulement les contextualiser, dire que c'est seulement au Congo. Hein? Alors, ce qui fait que quand on met un nouveau programme en place, au début, vous allez servir de cobaye, et c'est normal. Je vous encourage à vous dire ça. Mais après, ceux qui vont venir après vous vont trouver déjà des choses. Nous disons bien, cet homme est venu résoudre un problème qui a duré longtemps. Mais il y en a combien qui sont passés avant lui? Et s'il lui a dit, écoute, les autres ont fait la même chose, moi aussi je veux, aujourd'hui nous n'allons pas parler du LMD. Donc, acceptez, s'il y a certaines choses qui vont manquer pour la première année, je vous encourage de l'accepter. Et après, si vous êtes en quelle année cette année? Je commence la FP. Voilà, vous commencez. Mais en deuxième année, vous allez sourire. Votre remède, comme celui de Bandundu, vous allez trouver aussi le remède pour cette maladie que vous avez. Vous allez commencer à souffrir aujourd'hui, l'année prochaine, vous serez guéri. Ben voilà, on va donner la parole à M. le ministre qui va répondre le volet politique, M. le ministre. Oui, alors, on a parlé de l'accès à la documentation. C'est une question qui revient sur les réseaux sociaux, les étudiants me posent des questions pour savoir mais comment on sent que le LMD c'est l'auto-formation aussi et nous avons besoin d'accéder. Je crois devant le chef de l'État pour la remise de bis aux étudiants, je l'ai bien précisé que pour accompagner les LMD, le gouvernement a mis en place des systèmes de Wi-Fi gratuits. Alors, bien évidemment, les étudiants ont dit, voilà, dans plusieurs universités, ce Wi-Fi ne fonctionne pas. Il va fonctionner. Nous avons aujourd'hui des équipes qui travaillent pour regrouper l'ensemble des documentations pédagogiques qui sont libres, qui sont mises à notre disposition. L'AIF a mis à notre disposition 14 millions de ressources pédagogiques libres, francophones, pour que nous puissions nous en servir. Donc les étudiants vont avoir un accès Internet dans leurs universités et nous avons ajouté même à la maison, puisque nous avons signé un contrat avec les compagnies de téléphonie mobile qui vont devoir mettre à disposition de chaque étudiant une carte SIM. Mais cette carte SIM, ce n'est pas pour WhatsApp, ce n'est pas pour Facebook. Elle vous permet avec votre Android d'accéder aux ressources pédagogiques que nous allons mettre à votre disposition, non seulement vous les étudiants, mais aussi les enseignants, pour que vous ne disiez pas que je n'ai pas accès à tel cours, tel autre cours. Ça sera gratuit? Ça sera gratuit, bien sûr. Ça sera gratuit, bien sûr. C'est pour cela que je vous dis qu'aujourd'hui, c'est enseigner autrement, c'est le changement de paradigme. Donc, ce que les gens ont vécu il y a plusieurs années à l'enseignement supérieur universitaire, ça va être changé et vous aurez accès à cette documentation. Nous vous encourageons. Nous vous encourageons. C'est pour cela que d'ailleurs nous avions commencé par l'interdiction des syllabus. Parce que nous sentions que les étudiants n'avaient plus l'esprit de recherche. C'est comme si l'enseignant avait déjà tout fait pour eux. Or, dans les nouvelles méthodes, dans la nouvelle façon d'enseigner, l'étudiant lui-même doit être motivé par le goût de faire la recherche. Donc de savoir que l'enseignant s'est arrêté tel part, moi je dois aller au-delà par des recherches et l'Internet nous facilite. Nous n'avons plus besoin de déployer des livres dans les bibliothèques, puisque tous ces livres, vous les aurez vous-même à partir des facilités que nous vous donnerons gratuitement, que vous allez avoir à partir de ce mois de février. Alors, on a posé la question sur les frais que nous payons. On dit que voilà, les LMD coûtent très cher, on ne peut pas enseigner. Je voudrais vous le dire, il y a Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. Africa Cool Télévision izolandama koleka banungu batuna katamboga Congo. Équipe mobimba ya Africa Cool
félicitations. Et au moins, une chaîne impartiale. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. La chaîne Nabiso Africa Cool. En tout cas, la chaîne est bien. Et puis, vous êtes très rapide. Ils sont très rapides. Et la chaîne Moko, ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, eza kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso bo souscrire ebele boko zala déçu te.